plusieurs processus en exécution en même temps. Bien sûr, à l'apparence, on a vu pourquoi à l'apparence, parce qu'il s'agit des interruptions successives du processus et tellement le délai d'interruption est trop petit que l'utilisateur il ne remarque pas qu'il s'agit d'interruption d'un processus et l'activation d'un autre. En fait, on va parler aujourd'hui de cette interruption-là parce que il faut savoir qu'un processus, ou bien il faut savoir que le but de la programmation ou bien la multitâche est de maintenir le taux d'utilisation du processeur le plus élevé que possible. Donc, d'agir en sorte qu'il soit moins possible inactif. Alors, ça veut dire quoi? Lorsque je dis une machine performante, ou bien je vais acheter un ordinateur et je cherche une machine qui est rapide et tout. Alors, lorsqu'on parle de la rapidité, on parle de performance du processeur. Et lorsqu'on parle de performance de processeur, on parle nécessairement combien d'instructions par unité de temps ce processeur. Alors, pour mesurer la performance du processeur, c'est la fréquence. La fréquence, c'est le taux d'utilisation, ou bien combien le processeur exécute par unité de temps d'instruction, combien d'instructions. Alors, c'est très intéressant parce que tant que le processeur est dans l'état inactif, ça veut dire il y a perte du temps, si vous voulez. Alors, l'objectif de la multiprogrammation, c'est de maintenir le taux d'utilisation à 100%. D'accord? Ça veut dire le processeur euh, ne passe pas que rarement, si vous voulez, à l'état inactif. Il est toujours en train d'exécuter des instructions. Si c'est le cas, alors c'est un processeur performant, si vous voulez. Alors, on va définir aussi un processus, pardon, pendant son exécution, il passe de deux types de cycles, si vous voulez. Alors, regardez ici dans cette figure, lorsqu'on parle de cycle d'utilisation du processeur, par exemple, nous sommes en train d'exécuter un programme en C, d'accord? Et là où on a les instructions load ou bien add, store et lecture read à partir d'un fichier. Alors ici, c'est un cycle d'utilisation du processeur. Ça veut dire le processus, il est en train d'utiliser le processeur. Par contre, il y a deux phases ou bien cycles là où le processeur est inactif ou bien le processus n'occupe pas le processeur. Ce sont des phases d'entrée-sortie, si vous voulez. On l'appelle aussi cycle d'utilisation d'entrée-sortie, tel que, par exemple, lorsqu'on cherche à ou bien l'afficher à l'écran, d'accord? Là, il s'agit de cycle d'utilisation d'entrée-sortie et le processeur n'est pas utilisé. Alors, et par la suite, on aura deux cycles d'utilisation du processeur et suivi de cycles d'utilisation d'entrée-sortie, et ainsi de suite. Alors, vous remarquez quoi? Qu'un cycle d'exécution d'un processus est composé de deux types de cycles. Ou bien le processus il est en train de s'exécuter sur le processeur, ou bien il est en train d'utiliser des périphériques d'entrée-sortie tels que l'affichage, comme j'ai dit, ou bien saisie de données à partir de clavier. Alors, étant donné qu'un processus se compose d'une succession de phases de calcul sur le processeur et des phases d'entrée-sortie, alors le principe de base de multiprogrammation consiste à faire quoi? À recouvrir une phase d'entrée-sortie d'un processus avec des phases de calcul d'autres processus. Ça veut dire quoi? Pendant qu'un processus il est en train d'utiliser des entrées-sorties, on lance d'autres
du processeur d'autres processus. D'accord? Alors, on va traiter un petit exemple ici. Soit deux programmes A et B. Alors, ici, le diagramme représente job A pour le processus A, job B pour le processus B. Et puis, le processus A, il y a deux unités de calcul sur le processeur, suivi de deux unités de calcul d'entrée-sortie, suivi de deux unités de calcul sur le processeur, et ainsi de suite. Alors, pour le processus B, il s'agit d'une seule unité de calcul sur le processeur, et puis deux, ou bien trois unités, ou bien deux unités d'entrée-sortie, et puis suivi par trois unités de calcul sur le processeur, et ainsi de suite. Alors, ici, imaginons qu'on a deux processus A et B. Alors, si on parle d'un système multiprogrammé, alors, puisque c'est monoprogrammé, si on parle de monoprogrammé, ça veut dire un et un seul processus en exécution en même temps. Alors, l'idée d'exécution est la suivante. Alors, ici, là où CPU représente l'unité de calcul sur le processeur et ES représente les unités d'entrée-sortie. Alors, si on calcule le temps de réponse de A, ça représente quoi? Représente ce qui est en rouge. Et pour le temps de réponse de B, ce qui est en vert. Alors, l'exécution de monoprogrammé commence par l'exécution de deux unités de A de calcul, et puis le processeur il sera à l'état inactif, d'accord? Pourquoi? Parce que le processus est en train, ou bien il y a la phase d'entrée-sortie pour le processus A. Lorsqu'il termine la phase d'entrée-sortie, il revient à l'exécution sur le processeur, et puis entrée-sortie, et voilà. Après cette unité-là d'entrée-sortie, le processus A terminé son exécution. Et puis, puisque c'est mono, alors on procède par... on commence par l'unité de calcul de B, et puis de calcul, entrée, sortie, et ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Vous pouvez remarquer que le temps de réponse de B est très grand, d'accord? Puisqu'il s'agit de monoprogrammé. Dans le cas d'un système multiprogrammé ou bien multitâche, alors ici, pour simplifier, on suppose qu'on a une seule périphérique d'entrée-sortie dans cet exemple. Alors, comment les deux processus s'exécutent? Alors, le processeur est alloué de départ à un processus. Dès que ce processus effectue une demande d'entrée-sortie, ça veut dire il demande une phase d'entrée-sortie. Le processeur est alloué à un autre processus, d'accord, éliminant ainsi le temps d'attente de l'unité de traitement chargée des entrées-sorties. Alors, par rapport au diagramme présenté ici, on remarque que le processus A commence les deux unités de calcul. Une fois il fait appel à l'entrée-sortie, alors le processeur n'est plus inactif, non plus, il est chargé d'exécuter l'unité de calcul de B. Et ainsi de suite, lorsque le processus A termine l'entrée-sortie, alors le processus B, il y a une phase d'entrée-sortie, il passe à la phase d'entrée-sortie, on trouve le processus A qui est relancé. Vous pouvez remarquer que le temps de réponse de B est réduit par rapport à monoprogrammé, et c'est logique parce que le processeur n'est plus inactif. D'accord? Ou bien on dit, on a essayé d'utiliser le processeur le maximum possible. D'accord? Alors, jusqu'à ici, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à ici? Est-ce qu'il y a des questions? Non, madame, partagez refilé.
يعني وقفت le partage pour voir شكون يتبع فيا et est-ce qu'il y a des questions avant d'avancer. مادام بربي حبيت البي دي اف اللي بعثته لنا ما لقيتوش مش فيه لي باج اللي توا تعمل فيها. اي bien sûr كيف نكمل نبعث لكم. D'accord, merci. De rien. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette partie-là? Non, واضح madame. D'accord. Alors, revenons. Voilà, on a compris comment en fait assurer la multiprogrammation dans un système multiprogrammé ou bien multitâche. Il s'agit des interruptions de processus. Si on revient au diagramme d'état du processus, cette interruption représente le passage de l'état actif, le passage d'un processus de l'état actif à l'état prêt, ou bien s'il y a des ressources qui ne sont pas disponibles, un processus il passe à l'état en attente pour attendre la disponibilité des ressources manquantes. Voilà. Maintenant, on va parler de c'est quoi un contexte d'un processus. Alors, lorsqu'on dit contexte d'un processus, ça représente l'ensemble d'informations qui permettent de définir l'état d'un processus à un instant donné. D'accord? Ça veut dire un ensemble des informations sur le processus en cours d'exécution. D'accord? Ces informations-là, parmi ces informations-là, on trouve l'adresse de la prochaine instruction à exécuter qui se trouve dans le... Où se trouve l'adresse de la prochaine instruction à exécuter? C'est à vous. Alors, on a vu ça l'autre fois. Mémoire, madame. Registre, madame. Oui, registre, oui. C'est pas dans la RAM, c'est pas dans le... C'est un registre qui s'appelle quoi? Registre d'adresse. Non, la prochaine instruction à exécuter se trouve voilà, on l'appelle registre d'instruction, ou bien tout simplement c'est le compteur ordinal. Compteur ordinal qui contient toujours la prochaine instruction à exécuter du processus. D'accord? Alors, d'autres informations de contexte, c'est les résultats calculés par le processus. En fait, ces résultats-là vont être sauvegardés dans des registres de données. D'accord? Et aussi, c'est l'état du processus qui vont être sauvegardés, si vous voulez, dans les registres flag ou bien les registres d'état. On l'appelle registre d'état ou bien registre flag. Alors, ces informations, pourquoi ils sont nécessaires pendant l'exécution du processus? On va voir pourquoi. Alors, il faut savoir que ces informations, à tout moment, sur le processus vont être sauvegardées quelque part, comme on a dit la prochaine instruction dans un registre de compteur ordinal, le résultat dans un registre de données, l'état dans les registres d'état, et ainsi de suite. On va comprendre maintenant c'est quoi une commutation de contexte. Alors, commutation de contexte d'abord, contexte de processus d'abord, c'est les exécutions qui vont être sauvegardées dans deux registres. Maintenant, c'est quoi la commutation de contexte? On l'appelle en anglais contexte switching. Alors, consiste à sauvegarder l'état d'un processus pour restaurer à la place celui d'un autre dans le cadre de l'ordonnancement d'un système d'exploitation multitâche. Alors, puisque c'est un système multitâche, alors si on fait l'interruption d'un processus et on lance un autre processus, ça veut dire lors de restauration, ça veut dire lorsqu'on revient à l'exécution du premier processus, on doit sauvegarder, on doit, si vous voulez, restaurer les informations sur le processus.
Ça veut dire quoi? Alors, imaginons qu'on a deux processus, P1 et P2. Alors, si on va appliquer le multitâche ou bien le multiprogrammé, le processus P1 commence l'exécution et puis il est interrompu pour lancer le processus P2. Et puis, on revient à P1. Alors, on fait P1, P2, P1, P2 et ainsi de suite. Alors, le passage d'un processus à un autre, ça veut dire lorsqu'on retourne ou bien on recommence l'exécution de processus P1, on doit commencer là où on a terminé. D'accord? Ça veut dire, si le processus P1 a exécuté instruction 1, 2, 3, 4, la prochaine fois qu'on revient à ce processus, on doit commencer à partir de l'instruction 5. L'adresse de la prochaine instruction à exécuter sera bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le compteur ordinal qui sauvegarde cette adresse-là. C'est pour cela le contexte de processus est très important parce qu'à chaque fois qu'on fait l'interruption, on doit sauvegarder le contexte de ce processus parce que lorsqu'on va relancer ce processus, on va restaurer les mêmes informations, le même contexte. D'accord? Pour terminer, bien sûr, de l'adresse là où on a fait l'interruption, en fait. Alors, commutation de contexte, suivez ici à partir cette figure-là. Alors, tout d'abord, dans la figure représente quoi? En fait, processus 0, processus P1, P0 et P1. Alors, d'abord, le processus P0, il est en exécution. D'accord? Alors, lorsqu'on fait, on va lancer le processus P1. En fait, ici, dans la figure, il y a exécution, là où il y a P0, et puis interruption. Alors, lorsqu'on fait l'interruption ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire la commutation de contexte, qui consiste à faire quoi exactement? De sauvegarder le contexte de processus P0 et de charger le contexte de P1. D'accord? Alors, P0 sera sauvegardé dans les registres, le contexte de P0 sera sauvegardé et on va charger le contexte de P1 pour commencer l'exécution de ces P1-là. Alors, c'est pour cela, ce qui est en orangé ici, c'est l'exécution de P1, d'accord? Bien sûr, avant, bien sûr, la commutation de contexte de P0 et de P1. Et puis, le P1 s'exécute, d'accord? Et puis, on aura une interruption, deuxième interruption pour le processus 1 maintenant. Alors, avant de faire l'interruption, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la commutation de contexte de même manière, sauvegarder le contexte de processus P1, qui est interrompu, et P0 est élu, ça veut dire qu'il sera choisi pour exécuter, si vous voulez, et on va bien sûr charger le contexte de P0 pour revenir en fait à l'exécution de P0. D'accord? Alors, ici pour les étapes, sauvegarder le contexte de processus P0 quelque part en mémoire, en registre, si vous voulez, chargement de contexte de P1, restaurer le contexte de P1 dans le processeur et 4, reprendre l'exécution de P1 à son point de dernière exécution qui sera bien sûr dans le compteur ordinal. Alors, si la commutation de contexte, chaque fois qu'il y a une interruption, le système d'exploitation, il doit commuter, d'accord, le contexte de processus, sauvegarder le contexte de processus qui est en cours et charger le processus qui est élu pour s'exécuter par le processeur. Alors, maintenant, on va parler un peu sur le noyau de système d'exploitation, on l'appelle kernel. Alors, chaque système d'exploitation, il y a ce qu'on appelle un noyau. Il a un noyau. Alors, c'est quoi un noyau? Le noyau est une des parties fondamentales du système d'exploitation. Il gère les ressources de l'ordinateur. Alors, le noyau permet aux différentes composantes, matériels et logiciels, de communiquer entre eux.
D'accord? Alors ici, ce qui manque, de communiquer entre eux, entre les différentes composantes matérielles et logicielles. Alors, le tableau suivant représente une comparaison entre le noyau de système d'exploitation et le système d'exploitation lui-même. Alors, le noyau, d'abord, est une partie importante du système d'exploitation. C'est une partie du système d'exploitation. Alors, le système d'exploitation est un programme système logiciel. D'accord? Alors, le noyau est une interface entre le logiciel et le matériel de l'ordinateur. Alors, le système d'exploitation est une interface entre l'utilisateur et le matériel de l'ordinateur. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué? L'autre fois, dans la séance dernière, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le système d'exploitation joue le rôle d'intermédiaire entre le matériel, d'accord, et l'utilisateur. Mais en réalité, pour comprendre le rôle de noyau, on dit que le noyau est une interface entre le logiciel et le matériel, et le système, c'est une interface entre l'utilisateur et le matériel. D'accord? Alors, pour les types de noyaux de système d'exploitation, il y a des types appelés monolithiques, comme DOS, son noyau c'est monolithique, Linux aussi, Windows XP. Il y a les systèmes ou bien les noyaux en couche. Il y a aussi Unix avec un noyau en couche, IBM OS2, aussi kernel, microkernel, Digital Unix, Windows NT, c'est un système d'exploitation serveur. Et il y a le type de noyau modulaire utilisé dans le système d'exploitation Linux et Solaris. Pour les types de systèmes d'exploitation, lorsqu'on dit type de système d'exploitation, il y a des systèmes en batch unique et multiprogrammation, système d'exploitation distribué, système d'exploitation temps réel et tout. Alors, il faut faire la distinction entre le noyau d'un système d'exploitation ou bien le type de noyau du système d'exploitation et le type de système d'exploitation de manière générale. Alors, pour la dernière chose de cette comparaison, gestion de la mémoire du noyau, gestion de processus. Alors, le noyau gère la mémoire du noyau, gestion de processus, gestion des tâches, gestion des disques. Pour le système d'exploitation, il est responsable à la protection et de la sécurité de l'ordinateur. D'accord? En réalité, c'est grâce au noyau des systèmes d'exploitation qu'on gère, si vous voulez, les composantes matérielles. C'est pour cela qu'on dit le noyau est une partie importante du système d'exploitation et c'est une interface entre le logiciel et le matériel. Alors, on parle maintenant de l'interruption. C'est quoi une interruption de manière générale? On a vu que, d'accord, un processus, il passe d'état pré à l'état actif et puis il est interrompu par le système pour revenir à l'état pré. D'accord? Mais comment l'interruption, c'est quoi une interruption? Alors, une interruption est un signal, alors ce que manque ici, un signal envoyé de façon asynchrone au processeur qui le force à suspendre le programme en cours au profit d'un autre. D'accord? Ça veut dire quoi? Une interruption, c'est un signal envoyé au processeur pour suspendre le programme ou bien le processus en cours. La source de ce signal peut être un autre processeur, ça veut dire on peut avoir un processeur qui envoie un processeur qui envoie un signal à un autre processeur, peut-être un contrôleur d'entrée-sortie ou tout autre dispositif physique externe. D'accord? Ça veut dire l'interruption aussi, ou bien le signal peut arriver d'un contrôleur, d'un autre processeur ou bien dispositif physique externe.
Les interruptions permettent au système d'exploitation de reprendre le contrôle et de réagir conséquemment à des événements. Il y a l'interruption matérielle. En fait, il y a des types. Interruption matérielle telle que l'horloge pour limiter le temps d'allocation du processeur. Par exemple aussi l'interruption matérielle de périphérique, par exemple pour signaler la fin d'une entrée-sortie, par exemple la fin d'affichage. Il y a les interruptions logicielles, on l'appelle parfois les déroutements ou bien les traps, comme les erreurs arithmétiques, par exemple dans un code en C, lorsqu'on essaye de faire la division par 0, alors on ne peut pas passer. Il aura ici une interruption logicielle parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Aussi, données non disponibles en mémoire, par exemple, on l'appelle défaut de page. En fait, si on accède à une case mémoire qui n'existe pas, d'accord? Alors, c'est une interruption logicielle pour dire données n'existent pas, on l'appelle défaut de page. Et il y a aussi, comme interruption logicielle, ce qu'on appelle les appels système. Alors, comme le nom indique, c'est l'invocation de système d'exploitation. On fait appel, si vous voulez, de système d'exploitation pour réagir, si vous voulez. Alors, comment traiter une interruption? D'abord, la première étape, c'est le programme en cours est arrêté. Alors, s'il y a une interruption, le programme en cours est arrêté. Deuxièmement, le système d'exploitation préserve l'état de processeur. Ça veut dire il sauvegarde le registre et le compteur ordinal. Il faut sauvegarder ces informations-là. Et puis, le système d'exploitation détermine le type d'interruption. Est-ce que c'est matériel, logiciel, appel système, déroutement ou quoi exactement? Alors, il suffit, le système, il a déterminé le type d'interruption. Alors, quatrièmement, pour chaque type d'interruption, une partie du code de système détermine l'action qui doit être prise. Ça veut dire, le système contient sorte d'un tableau avec, par exemple, numéro. S'il s'agit de l'interruption numéro X, alors on doit lancer le code numéro X, par exemple. D'accord? Alors, pour chaque interruption, il y a une partie du code qui sera exécutée. Alors, cinquièmement, dès que cette procédure est terminée, le programme interrompu reprend son exécution. D'accord? Alors, remarque ici, lors de la reprise, la machine doit se trouver exactement dans l'état où elle était au moment de la prise en compte de l'interruption. Alors, c'est pour cela on dit que le contexte de processus est très important. Il faut toujours sauvegarder avant de faire l'interruption du processus pour avoir, bien sûr, lors de reprise de ce processus, on se trouve là où on a coupé, si vous voulez, l'exécution. Alors, est-ce que jusqu'à ici, c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions avant de passer à d'autres choses? ليه معايا ولا مش معايا؟ يعني حاسه اللي كانكم ماكمش حاضرين. موجودين مدام. Est-ce qu'il y a une question jusqu'à ici? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair? D'accord. Alors, je reviens en partage. Alors, on a parlé de l'interruption. On a vu comment traiter une interruption par le système d'exploitation.
On a vu aussi les types des interruptions. On a vu les interruptions de type matériel, de type logiciel, ou bien on l'appelle déroutement. Et maintenant, on va étudier dans la partie 2 ce qu'on appelle les appels systèmes qui sont type logiciel qui représente en fait l'appel au système d'exploitation. Alors, il faut d'abord comprendre que le processeur a deux modes de fonctionnement. Alors, mode de fonctionnement, il y a le mode de fonctionnement mode de noyau et le mode utilisateur. Alors, le mode noyau, ou bien on l'appelle parfois le mode superviseur ou bien le mode maître, d'accord? Alors, le mode noyau, c'est pour le système d'exploitation où toutes les instructions sont autorisées. Alors, toutes les instructions sont autorisées. Ça veut dire le noyau, il peut faire tout dans le système. Le mode utilisateur, ou bien on l'appelle parfois esclave, pour les programmes des utilisateurs et les utilitaires où certaines instructions ne sont pas permises. Ça veut dire c'est le mode limité. Alors, le processeur, il peut passer d'un mode à un autre selon l'instruction en cours, si vous voulez. Alors, on va comprendre mieux. Par exemple, ici, on a le mode user mode. Alors, là où il y a les outils standards, bibliothèques, ou bien les commandes de shell, d'accord, de système. Ici, on parle de mode utilisateur. Par contre, pour le mode kernel, ou bien kernel mode, ou bien le mode noyau, dans ce mode-là, on parle de l'ordonnanceur. C'est le programme responsable à faire l'ordonnancement de processus, donner un ordre d'exécution sur le processeur, aussi la gestion de mémoire virtuelle, système de fichiers, les périphériques et ainsi de suite. En fait, la figure suivante représente aussi la définition qu'on a vue tout à l'heure, c'est que un noyau de système d'exploitation, c'est le matériel. Alors, dans le mode noyau, entre le matériel et le noyau, il y a ce qu'on appelle l'interface matérielle. C'est la tâche, si vous voulez, de mode noyau. Et puis, entre l'utilisateur, ou bien l'application de l'utilisateur et le noyau, il y a ce qu'on appelle l'interface appel système. Alors, autrement dit, si un utilisateur est en train de coder, d'écrire un programme, par exemple en C, il fait l'appel à des bibliothèques, il écrit des instructions et ainsi de suite, et puis il fait appel, s'il demande une fonctionnalité, si vous voulez, de noyau. Alors, c'est à travers quoi? C'est à travers les appels système. D'accord? On va voir des exemples par la suite. Alors, ces modes de fonctionnement visent à assurer la protection de système d'exploitation contre l'intrusion et les erreurs. Bien sûr, le noyau du système d'exploitation, il doit toujours être le maître parce que c'est lui qui contrôle l'exécution, qui contrôle l'utilisation de système d'exploitation. D'accord? Alors, comment passer en mode noyau maintenant? En fait, il y a deux méthodes. S'il y a une interruption, alors si on parle de l'interruption matérielle, alors générée par le processeur en exécutant une instruction, par exemple division par 0 ou bien l'accès à une zone mémoire qui n'existe pas. Maintenant, c'est une interruption logicielle. Alors, ou bien l'interruption générée par le matériel, par exemple, pour la carte réseau, pour informer que je viens de recevoir un message. La carte réseau demande, si vous voulez, de récupérer ce message-là.
ou bien par un moteur DMA, de disque dur. C'est par exemple pour dire j'ai fini de copier les données sur le disque dur. Alors, ce sont des interruptions gérées par le matériel. Le matériel lance ou bien envoie. Le matériel envoie un signal au mode, bien sûr, noyau pour informer le noyau qu'il y a quelque chose ou bien de bon fonctionnement ou bien de mal fonctionnement. Aussi, il y a des appels système. On dit que l'utilisateur demande au système d'exploitation un service. D'accord? Revenons à ce qu'on a vu l'autre fois. On a parlé de fonctions du système d'exploitation. On a dit le système d'exploitation, il gère la mémoire, gère le support du stockage, gère le processus, ainsi de suite, ainsi de suite. Et dans cette séance, on a bien compris que c'est réellement le noyau qui fait la gestion, ce n'est pas tout le système d'exploitation. Alors, si on cherche un service de système d'exploitation, on doit faire un appel système. Un appel système, on l'appelle aussi system call ou bien syscall, est une fonction fournie par le noyau. Est une fonction fournie par qui fournit l'appel système? Les autres. Où sont les autres? وينكم؟ هانا مدام. ايه نحاولوا. Noyau, madame. D'accord. Les autres. pratiquement شوف في زوزة كهو اكتيف معناتها الباقي الكل ما فهمتش معناتها وينكم؟ درنا ما جست ما عرفناش الريسبونس. نعم اي ما يسالش اعملوا سينيال. Allez, Nous sommes ici. هنا مدام. Alors, revenons à notre partage. Alors, un appel système, on a bien compris que un appel système, c'est un type d'interruption. Alors, un appel système est une fonction fournie par le noyau, oui, et utilisée par les programmes s'exécutant dans l'espace. Alors, on a deux modes, bien espace noyau, espace utilisateur. Alors, est une fonction fournie par le noyau et utilisée par les programmes s'exécutant dans l'espace utilisateur. Utilisateur, exactement. Dans l'espace utilisateur, en d'autres termes, tous les programmes distincts du noyau. Tout programme qui n'est pas un programme du noyau. Alors, ce système permet de contrôler de façon sécurisée les applications dans l'espace de noyau. Non, c'est dans l'espace utilisateur parce que le noyau, il est responsable de faire tout. D'accord? Et même si le processeur est en mode utilisateur, c'est à travers les appels système que le noyau peut contrôler les applications utilisateurs. D'accord? Alors, quelques appels système classiques,
Généralement, vous les utilisez dans vos codes en C, par exemple. Alors, open, read, write, close, qui permettent de manipuler les systèmes de fichiers. Et aussi, pour manipuler la mémoire, il y a le malloc, free, pour allouer et désallouer de la mémoire. Alors, en réalité, tout simplement, un programme en C, là où tu cherches à ouvrir un nouveau fichier qui existe dans le disque dur, représente quoi? Ouvrir un fichier dans le disque dur, ça représente, ça veut dire que tu es en train de demander une fonctionnalité de qui? De système d'exploitation, n'est-ce pas? Parce que c'est le système d'exploitation qui gère le support de stockage, n'est-ce pas? Alors, c'est pour cela, toute opération, toute instruction qui demande un service ou bien demande une des fonctionnalités du système d'exploitation, que ce soit open, read, write, close, pour créer de l'espace dans le disque dur, si vous voulez, ou bien allouer ou bien désallouer de l'espace dans la mémoire principale, c'est en réalité, nous sommes en train de demander des services ou bien des fonctions du système d'exploitation. C'est pour cela qu'on doit faire les appels système. On appelle au système pour nous fournir un fichier donné ou bien un fichier qui existe dans le disque. D'accord? C'est clair? Oui, madame. Oui. Oui. مادام معناها Alors. البرانسيب نتاع لابيل سيستيم هو يعمل ليكزيكسيون نتاع سو لو بروغرام نتاع السيستم ديكسبلويتاسيون. Alors, l'appel système, exactement, c'est le fait qu'un programme utilisateur, ton programme en C, il demande une des fonctionnalités du système d'exploitation ou bien de noyau. شفنا احنا l'autre fois que le système d'exploitation peut gérer la mémoire, peut gérer support de stockage, réseau, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, l'utilisateur, dans le code en C, en mode utilisateur, on ne peut pas allouer de l'espace. On doit demander ce service de système d'exploitation. Alors, on doit faire un appel système. D'accord? D'accord. Le fait d'écrire open et on donne le chemin d'accès vers un fichier qui existe dans le disque dur, c'est l'équivalent à dire on a appelé le système pour nous fournir ce fichier. D'accord? Oui. Voilà. Les appels système peuvent être invoqués via un interpréteur de commande par le shell, comme vous avez essayé dans le système d'exploitation 1, dans le premier semestre. Une interface graphique, ou bien on utilise l'interface graphique, ou bien des utilitaires, ou encore les programmes d'application. Alors, ici, un exemple d'un programme en C, suivant, et tu aussi utilises les appels système open, write et read. Ce programme crée un fichier dans lequel il copie les données lues à partir du clavier. Alors, remarquez ici qu'il y a le commentaire créer ou bien ouvrir un fichier s'il existe. Alors, open en donnant le droit ou bien le mode d'ouverture de fichier. Est-ce que W only ou bien le créer s'il n'existe pas. Et puis copier les données à partir du clavier, et ainsi de suite. Ici, ce petit code-là fait plusieurs appels système, 4 en fait. Open, write, write et write. C'est 5. Il y a read aussi. Alors, le fait de demander au système d'exploitation d'ouvrir un fichier ou bien le créer dans le disque dur et ainsi de suite. Ce sont des appels système en fait. Alors, un appel système consiste en une interruption Quel type d'interruption? Logiciel. Voilà. Un appel système, oui, monsieur, un appel système consiste en une interruption logicielle qui a pour rôle d'activer le système d'exploitation. Alors, premièrement, changer le mode d'exécution pour passer du mode utilisateur au mode noyau.
parce que l'exécution du bout de code pour exécuter une fonction ou bien un service du système d'exploitation, en fait, pour l'exécuter, on doit passer, ou bien le processeur, il doit passer en mode noyau. D'accord? Alors, 2, récupérer les paramètres et vérifier la validité de l'appel. 3, exécuter la fonction demandée. 4, récupérer là où les valeurs de retour, s'il y en a. Et 5, retourner au programme appelant avec retour en mode utilisateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'appel système la gestion de l'appel système se fait en mode noyau. Alors, si l'utilisateur lance un appel système, la première chose à faire, c'est de basculer de mode utilisateur en mode noyau. Et une fois la procédure de l'appel système est terminée, il faut retourner au programme appelant et bien sûr retourner au mode utilisateur pour terminer l'affaire. Alors, que se passe-t-il lors d'un appel système dans un programme? En fait, ici, un exemple qui s'approche de matériel. Alors, lorsqu'on fait l'appel système, on passe, alors ici, regardez dans la figure, représente user space, ça veut dire mode utilisateur, kernel space représente le noyau, d'accord? Alors, lorsque mon programme qui est dans le user space fait appel, par exemple ici, fait appel à un appel système. Alors ici, call, si vous voulez, call read. Alors ici, nous sommes en train d'exécuter l'appel système read. Alors, le flèche numéro 4. Alors, nous amène à quoi? Nous amène à une procédure read qui est bien déclarée. D'accord? Cette procédure read pour identifier le type de l'interruption. C'est quoi l'interruption? Alors, ici, la traduction veut dire, voilà, le programme utilisateur cherche à lire quelque chose. Et puis, 5, 6, basculer en mode noyau. La procédure pour la lecture, et puis 9, revenir à la valeur de retour ou bien récupérer la valeur de retour de la fonction. 10, revenir au programme appelant, d'accord, et bien sûr revenons exactement au mode utilisateur. Et ainsi de suite. Ça veut dire chaque appel système représente ou bien sera traité par une procédure bien déterminée qui existe quelque part. Alors, il y en a plusieurs appels système. Ici, je mets quelques exemples. En fait, il y a la création d'un nouveau processus, fork, on va le voir par la suite. Wait PID, c'est pour attendre la fin d'un processus. Exec CFE remplace l'exécutable du processus. Exit que vous avez déjà utilisé dans vos programmes en C, c'est pour terminer le processus. Open, créer ou ouvrir un fichier, fermer un fichier, lire un fichier, écrire dans un fichier, et bien beaucoup d'autres. Alors, qu'est-ce que je dois ajouter par la suite? Juste ici, regardez, la commande mkdir pour la création de répertoire, c'est un appel système parce qu'on ne peut pas utiliser de l'espace de disque dur sans appeler le noyau. Aussi, la commande mount et unmount, c'est pour ajouter un système de fichiers à l'arborescence de fichiers. On doit bien sûr on doit appeler le noyau pour nous fournir ce service. Ou bien chmod pour changer les permissions d'accès d'un fichier. Aussi, c'est un appel système. Alors, c'est pour cela qu'on dit que les appels système, on peut les faire ou bien dans le code, ou bien les applications, le programme applicatif, ou bien dans la ligne de commande avec le shell. Alors, pour la gestion de processus, on va traiter, si vous voulez, en premier lieu, les appels système liés à la gestion du processus. D'accord?
Alors, les appels système permettent notamment la création, la terminaison de processus, la communication interprocessus, la synchronisation entre les processus et bien d'autres. D'accord? Dans la suite, on va commencer par les appels système et la gestion de processus sous Linux. Alors, il y a des appels système qui sont spécifiés à la gestion de processus. Alors, commençons par l'identification d'un processus. L'identification. Les informations d'identification d'un processus sont prises dans l'entrée de la table de processus qu'on l'appelle TDP du processus appelant. Ça veut dire un identifiant unique qui vont être dans ce qu'on appelle table de processus. Chaque processus identifié par un numéro unique, c'est son PID ou bien Process Identifier. Alors, le processus de PID égale à 0 est créé au démarrage de la machine. Le processus de PID égale à 1 est le nom, de nom init et l'ancêtre de tous les autres processus, ou bien le père, si vous voulez, de tous les autres processus. Le processus 0 ne réalisant plus de fork, c'est lui qui accueille tous les processus orphelins de père. On va voir de quoi il s'agit. Juste ici, l'identification. Chaque processus possède un identifiant unique. Alors, les appels système suivants retournant le PID du processus. Alors, on trouve l'appel système getPID qui retourne l'identifiant du processus, ou bien get, en ajoutant un deuxième P, getPPID qui retourne le PID du père ou bien du processus père. getPGID retourne le PID de leader de groupe, d'accord? Et existe d'autres appels système pour l'identification de processus. Maintenant, pour la création de processus, c'est avec fork, l'appel système fork. Tous les processus, sauf le processus d'identification 0, sont créés par un appel à fork, ou bien l'appel système fork. Alors, l'appel système fork permet de créer un processus et son code de retour permet d'identifier le processus père du fils. Alors, imaginons le premier processus père, P1, il va créer fils 1, fils 2, fils 3. D'accord? Alors, processus P1, fils 1, fils 2, fils 3. Alors, le processus père, il y a un code ou bien un identifiant. Pour lancer fils 1, fils 2, fils 3, il doit faire 3 forks. Fork, la première fork, ou bien l'appel système fork, la première pour créer le fils 1, suivi par fork pour créer le deuxième, et suivi par fork pour créer le troisième. Dans le processus fils, le fork retourne 0 en cas de succès, -1 en cas d'échec, ou bien le fils n'est pas créé, il y a un problème de création de fils. Dans le processus père, le fork retourne quoi? Retourne le PID du processus fils. Ça veut dire, si le processus est déjà créé, alors le fork dans le père retourne son identifiant de fils créé. Alors, getPPID permet de connaître, bien sûr, le PID de son père ou bien du fils créé. Le code de retour du fork est le seul moyen pour un processus père de connaître le PID de son fils. Alors, code de retour de fork pour un père représente le PID ou bien l'identifiant de fils créé. Alors, regardons cet exemple-là. C'est un code en C, en fait. Alors, ici, l'exemple fichier test.c. Alors, ici, on a int_x. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la valeur de fork permet d'identifier s'il s'agit de processus père ou bien
processus fils. Alors, x reçoit fork. Alors, on teste. Si x égale à 0, alors qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit si la valeur retournée par fork égale à 0, alors c'est cas de succès. Le fils est créé. Alors, si if x égale à 0, fil d'exécution de processus fils, ça veut dire le fils est créé. On va afficher par exemple printf. Je suis le fils, %d ici, manque d, et mon père est %d. Il faut mettre l'appel système, getPID et getPPID. Maintenant, else if. Si x égale à moins 1, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Si moins 1, alors c'est cas d'échec. Ça veut dire le fils n'est pas créé. Alors, else if x égale à moins 1, printf erreur, pour dire le fils n'est pas créé. Else maintenant, c'est quoi? Ça représente quoi le troisième test else? Ça veut dire ni x égale à 0, c'est pas un fils, et c'est pas un problème lors de la création. C'est un père alors. Else, si ni x égale à 0 ni égale à moins 1, ça veut dire autrement. Alors, puisque c'est autrement, ça représente le code ou bien l'identifiant de processus fils créé. Et si c'est le fil d'exécution du processus père, on va afficher par exemple bonjour, je suis le père, et puis fin du programme. Alors, l'exécution du code, pour exécuter ce code par la ligne de commande, en fait, on écrit GCC pour la compilation avec le GCC, GCC test.c-au test, et puis on fait appel à l'exécution par ce point-là, comme l'exécution d'un script dans l'Unix, // et le nom de fichier. Et puis, qu'est-ce qu'on aura comme affichage? Je suis le fils 5000 et mon père est 3953. Alors, le premier affichage, représente l'affichage de fils. Voilà, de fils. Et puis, l'exécution du père, l'exécution du processus père. Bonjour, je suis le père et fin du programme. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair l'exécution du code et ainsi l'affichage de l'exécution? Oui, madame. Oui, madame. Alors, qu'est-ce que vous pouvez remarquer ici? Vous pouvez remarquer qu'on a deux affichages, n'est-ce pas? De manière, dans le cadre, s'il s'agit d'un code dans C ordinaire, ça veut dire là où il n'y a pas de principe de la création de processus. Qu'est-ce qu'on aura? Ou bien l'affichage de je suis le fils égal et mon père est, ou bien bonjour, je suis le père, fin du programme, n'est-ce pas? Mais ici, lors de l'exécution de ce bout de code, on aura tout ça, les deux cas affichés. Qui peut me dire, qui peut m'expliquer pourquoi on aura l'affichage pour x égale à 0 ainsi que le test, le dernier else? Allez, اللي فهمني يحاول يفيد l'explication. معناتها كان ما تخلقش البروسيسوس فيس وكان ما صارش ايرور مش يقعد كان الكاونت راهو البير. Non, monsieur, nous sommes lors de l'exécution de ce code. Et si le processus fils est exécuté, on aura l'affichage de fils suivi de l'affichage de père. Le deux cas. D'accord. Est-ce que c'est clair pour le reste?
Oui, madame. Oui, D'accord. madame. D'accord, j'espère. D'accord. Alors, deuxième appel lié à la gestion de processus, c'est le chargement ou bien chargement d'un exécutable avec exec. Alors, la primitive ou bien l'appel système exec servira à un processus clone ou bien créé d'exécuter le code d'un autre programme à sa place. Ça veut dire on fait l'appel système exec pour exécuter un code comme étant ou bien à la place d'un autre programme. Alors, un processus peut donc changer de code par un appel à exec sans changer le numéro de PID. Ça veut dire un autre processus qui exécute un code ou bien une instruction ou bien une commande sans changer l'identifiant du processus. C'est à travers l'appel système exec. Il y a plusieurs fonctions de la famille exec qui sont légèrement différentes. Il y a des options. Alors, l'exemple ici, aussi, c'est un code compilé avec GCC. Alors, lorsqu'on écrit exec.cl, bin ls, puis virgule ls, -l nul. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Nous sommes en train d'exécuter la commande ls-l. C'est pour lister avec détail le contenu de fichiers courants. Alors qu'est-ce qu'on aura comme affichage? On aura les détails sur le contenu. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit que ce code-là est exécuté avec un nouveau processus sans changer le PID de processus courant. D'accord? Alors, juste ici pour expliquer l'argument de exec.cl. Alors, d'abord, on va exécuter la commande ls. Alors, ls existe dans le chemin /bin/ls. D'accord? ls-l, c'est la commande avec l'option. Et nul, puisqu'on n'a pas d'autres options qu'on va mettre, ça veut dire nul ici pour dire, voilà, la commande ou bien les arguments sont terminés ici, ls et puis les options. Alors, maintenant, autre appel système pour la synchronisation maintenant entre processus, c'est à travers l'appel système exit et l'appel système wait. Alors, le processus père et fils s'exécutent en parallèle, donc il y aura une concurrence pour l'accès au quoi? Un processus nécessite quoi pour s'exécuter? Quand un processus passe à l'état en attente? Ressources. Voilà. Alors, c'est pour, voilà, ressources. Alors, il aura une concurrence pour l'accès aux ressources. Il est impossible alors de contrôler l'ordre de déroulement ou fin du processus. Alors, l'appel système wait et exit permettent de synchroniser le processus père et fils. Alors, exit qui prend en paramètre un entier représente quoi? La fin d'un processus fils après un exit. La valeur de l'entier qui est entre parenthèses est transmise au code de retour du processus père. Ça veut dire, lorsqu'un processus fils termine son exécution, il envoie ce code de retour qui est entre parenthèses, qui est un entier, au processus père. C'est pour cela, parfois, dans vos programmes en C, vous écrivez exit 0 ou bien exit 3. D'accord? Alors, cet entier-là sera transmis au code de retour du processus père. Maintenant, une bonne fin de code donne un code de retour nul par défaut. Si le code de retour est nul, alors l'exécution s'est déroulée avec succès.
pour l'appel système wait, en fait, ici wait, étoile entier. Alors, l'étoile, ça représente un pointeur, si vous voulez, on pointe vers une adresse. Alors, étoile entier est l'adresse où on peut récupérer la valeur de terminaison du processus fils. Ça veut dire quoi? Un processus fils à travers l'appel système exit, il envoie un entier. Et le processus père, il récupère cet entier avec l'appel système wait, d'accord? On demande ici où il trouve cet entier-là. Il le trouve dans l'adresse qui est entre parenthèses donnée dans nos paramètres pour l'appel système wait. Alors, remplacer étoile entier par nul si on ne veut pas récupérer la valeur de terminaison. Si le processus père ne veut pas récupérer la valeur de retour de son fils, on peut écrire wait entre parenthèses nul. Alors, comment on fait la synchronisation? Alors, d'abord, lorsque le processus père fait un appel système wait, alors que son fils est en cours d'exécution, alors le père, il est suspendu. 2. Lorsque le processus fils se termine de façon normale ou anormale après un appel de fonction exit, ça veut dire le fils, à la fin de son code, on fait exit. Alors, le système d'exploitation émet le signal vers le processus père. Dès la délivrance du signal, le processus père est réveillé parce qu'au début, dans la première étape, il est suspendu. Une fois le processus fils a terminé son exécution, à travers la fonction exit, il émet le signal au processus père. C'est pour cela, en 3, lorsque le processus père reçoit ce signal, il sera réveillé et récupère la valeur de terminaison et le PID de fils qui a terminé et continue son exécution. Alors, le code suivant représente un programme là, on utilise la synchronisation entre le processus père et fils. Alors, il y a des bibliothèques à mettre, puis on déclare X, Y et Z 3 entiers. Alors, on teste si X égale à fork égale à 0. Ça veut dire si la valeur de retour de fork est 0, alors c'est un fils. Alors ici, on écrit printf, je suis le fils, le PID de PID pour son D, get PID. Et le fils, qu'est-ce qu'il fait une fois l'affichage est terminé? Il fait exit 3. Ça veut dire il va quitter en renvoyant la valeur de retour 3 à son père. Maintenant, else ici, ça veut dire le père doit attendre la fin de son fils. Alors ici, else, il s'agit d'un père. Alors, dans Y, on va mettre la valeur de retour de la fonction wait. Et Z, c'est on pointe vers l'adresse là où on va récupérer la valeur de retour de fils. Alors, une fois on a le processus, il a récupéré la valeur de retour de son fils. Il affiche quoi? Il affiche « Je suis le père » de PID pour son D et PID de fils pour son D, d'adresse pour son D. Alors, qu'est-ce qu'on va être remplacé par get PPID, Y qui représente le PID de fils et l'adresse d'où on va récupérer la valeur de retour, c'est Z. Alors, comme exemple d'exécution, on aura « Je suis le fils de PID, par exemple, 30. Je suis le père de PID 29. PID de fils 30. L'adresse, par exemple, de 1,2. » Alors, passons maintenant à un exercice. Alors, soit le programme en C suivant, essayez de commenter les lignes de code et donner la trace d'exécution de ce programme. Ça veut dire donner un scénario d'exécution de ce code. D'accord? Qu'est-ce qu'on aura comme affichage? Alors, essayez. C'est à vous.
Il y a des propositions? اللعبة دي كل كده واخدة 19 عاد. نو مش بروبوزيسيون عايش كمل واحدة. Alors, on s'arrête ici. Essayez de faire, je vais essayer de vous envoyer le reste de chapitre. Essayez de faire, de commenter le code et à la prochaine. Merci madame. Merci madame. تصبح على خير.